Quand papa a déclaré les symptômes, c'était soit on se laissait tous sombrer avec lui, soit on trouvait une façon de réagir. C'était ça ou la mort. Au Kilimandjaro, il n'y avait plus de maladie du tout, il n'y avait que de la vie. Quand on arrive au sommet, le paysage ressemble un peu à Game of Thrones. Personne ne peut rien me dire aujourd'hui, je fais ce que je veux et si j'ai moitié moins de temps, je vais aller 2 fois plus vite. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences complètement dingues. Nous avons eu envie de les écouter. À notre micro, ils racontent cette parenthèse qui les a transformés. Cet apprentissage express entre passion, force et détermination. Bienvenue dans la série Raid Dingue, épisode 5, la danse du Kilimandjaro. Je m'appelle Charline, j'ai 23 ans. Je suis à Neoma et en double diplôme en STAPS, en management du sport professionnel. Et l'été dernier, j'ai eu l'occasion de gravir le Kilimandjaro avec mon papa atteint de la maladie de Huntington. L'expérience du Kilimandjaro, elle était dingue parce que avec mon petit frère, on a porté notre papa atteint de la maladie de Huntington en haut du Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Et elle était folle parce qu'il est atteint de cette maladie et on a beaucoup de symptômes. Et ça lui a redonné une force de vivre qu'il avait perdue depuis quelques années. Et on a réussi à redonner un sens à sa vie. Tout un écosystème est né autour de lui. Et plus seulement autour de sa maladie, mais autour de lui, simplement lui en tant qu'homme. Mais ça a été le travail de plusieurs mois et des heures, des centaines d'heures. Le sommet, c'est réaliser tout ce qu'on a accompli en une image. Sans son. À l'origine, c'était un peu le chaos familial, le tabou familial dans lequel moi je voulais pas du tout m'enfermer. Quand papa a déclaré les symptômes, c'était soit on se laissait tous sombrer avec lui, soit on trouvait une façon de réagir. C'était ça ou la mort. Mon moyen de lutte, ça a été de crier haut et fort. Il y a Huntington dans ma famille, je veux pas rester toute seule. Donc j'ai trouvé le moyen de le faire par le sport. Je suis partie monter le Mont Blanc en 2018 avec un très très bon copain de papa et un guide. Et au final, ça a pris une tournure que j'avais pas du tout anticipée. J'avais mis en place une cagnotte, mais sans ambition. Et au final, en un week-end, elle avait atteint 1 000 €. Et à la fin du défi, 5 000 €. Mais sans communication, sans rien faire. Et en parallèle de ça, je m'étais fait contacter par des médias, la télévision, la radio. Tout tombait du ciel. La maladie de Huntington, c'est une dégénérescence neurologique, au même titre que Parkinson, par exemple. C'est une maladie héréditaire, avec un risque de transmettre le gène de 1 sur 2. C'est une maladie rare. En France, il y a à peu près 6 ou 7 000 malades. Et c'est une maladie incurable. Pour l'instant, il n'y a aucun traitement qui permet de la soigner. Il n'y a que des traitements palliatifs. Pour le bégaiement, il va voir une orthophoniste. Pour la dépression, il prend des antidépresseurs. Le problème de cette maladie, c'est qu'elle isole, comme toute maladie d'ailleurs. Et en fait, d'avoir fait ça, ça m'a fait me faire entourer. Et de là, je me suis dit, c'est impossible que ça s'arrête, faut absolument continuer. Et c'est pour ça que j'ai poursuivi et j'ai demandé à mon frère, qui avait 15 ans à cette époque-là, de rejoindre l'aventure. Bon, maman était pas hyper d'accord de tous ces défis au début parce qu'elle voyait vraiment que le danger que ça engendrait. Moi, j'étais tétanisée par ces défis. Sylvie, la mère de Charline et de Théo. Parce que j'avais peur pour nos enfants. J'avais peur. Mais oui, je suis vraiment passée à autre chose. Et d'ailleurs, s'angoisser ou pas s'angoisser, il se passera quelque chose tous les ans. Donc ça sert à rien de rentrer là-dedans. Et vaut mieux être plus dans l'accompagnement de la situation que d'être dans l'opposition. Ensuite, j'ai demandé à Théo de rejoindre l'aventure en 2019 pour traverser la France à vélo en une semaine. Donc de là où on habite, près de Saint-Pierre-sur-Dive, c'est à 40 minutes de Caen, jusqu'à Cabrières d'Avignon. C'est un peu plus haut que Marseille. Ça fait 1028 km, 120-130 km par jour. Je suis partie faire la traversée de France à vélo une semaine après avoir reçu mes propres tests
J'avais commencé 1 an auparavant les tests et donc je les ai reçus en juillet 2019 et donc j'ai été déclarée positive, donc porteuse de la maladie de Huntington. Être porteuse ne veut pas dire être malade. Être porteur, c'est avoir le gène et être malade, ça veut dire déclencher les symptômes. Et donc le gène peut se déclencher n'importe quand. Sur le moment, bon, ça fait un choc, on se dit ok, je suis dans la merde quand même. Mais en fait, très vite, de toute façon, on est passé sur le défi, donc je suis vite passée à autre chose. Il a fallu que je l'annonce à ma mère. Ça a été le moment le plus horrible. Et paradoxalement, ce qui est bizarre, parce que du coup, c'est moi qui suis porteuse, et c'est moi qui la console. Faut savoir quand même que j'avais reçu la veille de ce résultat-là mes résultats pour Neoma. J'étais admise, heureusement, parce que ça aurait été une semaine vraiment mauvaise sinon. Pour le coup, apprendre ces résultats, ça a été vraiment un énorme électrochoc. Enfin, ça a façonné mon identité et qui je suis aujourd'hui. Ça a été de me dire, de toute façon, mais personne peut rien me dire aujourd'hui. Je fais ce que je veux et si j'ai moitié moins de temps, je vais aller 2 fois plus vite. Mon association, c'est On Détonne contre Huntington. Je l'ai créée en 2021, quand j'étais à Neoma. L'idée de l'association, c'est de faire un défi sportif par an. On fait des interventions dans des écoles ou pour des entreprises, pour des séminaires, pour parler de la maladie. Et en parallèle de ça, on récolte des fonds également pour la recherche. En 2018, j'ai déjà fait le Mont Blanc. Donc on cherchait un nouveau sommet et l'avantage du Kilimandjaro, c'est qu'il est pédestre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de techniques particulières, il n'y a pas besoin de pioler ou d'être encordés les uns aux autres, c'est un chemin de randonnée entre guillemets. Ça le rendait vraiment très accessible pour papa, pour sa façon de marcher, pour une Joëlette en fait, pour lui permettre de monter jusqu'en haut. Donc ça a été ça vraiment les critères, ça a été à la fois de combiner l'exploit sportif que nous on recherche chaque année et à la fois le rendre accessible pour papa. 8-9 mois avant l'ascension, on a monté le projet, on a contacté une agence locale, donc le Kilimandjaro il se fait que à travers des agences qui nous permettent d'entrer dans le parc du Kilimandjaro. Et en parallèle de ça, on a fait faire à papa toute une batterie d'examens médicaux pour être sûr qu'on ne le mettait pas en danger. La semaine avant notre vol, il avait encore un dernier examen médical, un test à l'effort. Et donc vraiment, jusqu'à 4 jours avant le décollage, on ne savait pas si on partirait. On s'est entraîné à peu près 6 mois à l'avance, on avait un programme d'entraînement. Pour faire une ascension, c'est beaucoup de course à pied. Puis des entraînements de randonnée pendant plusieurs heures. Et moi, à ce moment-là, j'étais en Amérique latine, dans le cadre de mon échange. J'étais au Pérou et donc j'ai fait énormément de trek et ma préparation était principalement autour de randonnée. On va parler maintenant à propos du Kilimandjaro, la collinette. Franck, le guide de l'expédition. Le Kilimandjaro, c'est à 100% en Tanzanie. C'est pas au Kenya. Le mot Kilimandjaro, ça vient d'un dialecte qui s'appelle le Chaga. Chaga, c'est les gens qui vivent autour du Kilimandjaro. C'est même eux qui ont dit Kilimanjaro à la base. Ça veut dire la difficile montagne à monter. Et à cette époque-là, les Kilimandjaro étaient toutes blanches, comme les Monts Blancs. Il y avait la neige partout. Mais changement climatique, maintenant, il n'y a pas beaucoup de neige, en fait. Il n'y a qu'au sommet à 5007. Il y a différentes voies pour faire le Kilimandjaro. Il y en a 6 ou 7, si je ne me trompe pas. Et nous, on a fait la voie Rongai. On est parti pendant 6 jours. Du lundi au vendredi, on a monté. Et vendredi au samedi, on a descendu. On passe vraiment par différents types de paysages. On commence dans la forêt. Ça fait un peu jungle, il y a des lianes partout. Et puis très vite, on passe sur du rocailleux. En tout, il y aura presque 90 porteurs. Ouais, c'est une petite village, quoi. Le départ demain, ça va être à 9h. Et là, on aura à peu près, donc, 2h30. Donc, on va vérifier vos affaires maintenant. C'est tout bon? Ouais. C'est 15 kilos maximum? C'est 15 kilos maximum. C'est les porteurs, en fait, qui portent nos sacs. Nous, on a juste notre sac à la journée, où on a notre eau et à la limite une veste dedans. L'ascension du Kilimandjaro est très lente. On ne marche pas à un rythme comme on marche quand on fait une randonnée sur du plat.
On est à 3460 mètres. Donc on prend notre rythme, on n'est pas pressé. Tous les porteurs et tous les guides nous disent tout le temps Polé, hein. polé, polé. Ça veut dire doucement, doucement. Polé un jour. Je pense qu'on est à 2-3 km/h ou peut-être 3-4. Et au début, c'est difficile à gérer ça parce que sur les premiers jours d'ascension, ça monte assez peu. En fait, le plus gros de l'ascension, c'est le dernier jour. Quand on va au sommet, on fait 1000 mètres en quelques heures. Et donc là, le rythme est justifié. Mais les jours d'avant, il nous faut marcher au même rythme pour qu'on s'acclimate. Ce qui est dur, c'est de réagir à l'altitude. Mais ça, c'est normal, en fait. Mal au crâne, la tête qui tourne, envie de vomir, ça, c'est normal. Les corps réagissent très, très différemment. Tous les grimpeurs qui étaient avec nous, normalement constitués, si je peux dire ça, ont plutôt accusé le coup. Tout le monde avait des symptômes de l'altitude, le mal des montagnes, beaucoup vomissaient, etc. T'as mal à la tête? T'as mal au ventre? On est 3 sur 30 à pas avoir eu de symptômes et papa faisait partie de ces 3-là. T'as eu envie d'arrêter? T'as aucun effet d'altitude? Bah moi ça me gonfle. J'abandonne. C'est pas juste. Tout le monde autour se disait purée, mais si lui il y arrive, moi je suis obligée d'y arriver. Bien joué, bien joué. Après, si tu veux, je peux te mettre sur le trick. Un peu dur. Ah, tu dis un peu dur? Bah purée. Ce qui a été difficile, paradoxalement, c'était pas tant la marche, ça a été tous les moments de vie. Parce que papa, il est de moins en moins autonome sur ses gestes, sur son quotidien. Et donc, il faut constamment l'habiller, lui dire tu mets tel ou tel vêtement, l'aider à manger, parce qu'il fait constamment des fausses routes, donc l'aider à tousser, etc. Lui faire prendre ses médicaments, lui faire se faire une toilette de chat. Et en fait, tout ça, en plus de son propre effort à soi. Olivier, super. Ah, ça me fait plaisir. Bah voilà. T'es au top, franchement. Ah bah Olivier, on t'attend, monsieur. On nous amène encore. Polé. Demain, on fait 5 heures de marche. Ah. Donc du coup, à partir de demain, ça commence à monter par rapport du premier jour au deuxième jour. Ça va taper un peu. Donc on monte. Oh, merde. Oh. T'es debout, papa, s'il te plaît. Ouais, on est un peu en pente. Moi aussi, j'ai failli tomber tout à l'heure. On dormait le soir, chacun dans des tentes, on était 2 par tente. J'ai passé des nuits très très froides, enfin, je me réveillais tout le temps par le froid. On était peut-être dans les -5, -10, donc je dormais très mal et c'était vraiment dur le matin. Après, voilà, les porteurs, ils arrivaient tous les matins avec une bassine d'eau chaude devant notre tente. Ils nous donnaient un petit café ou un thé au pied du lit, donc c'était vraiment incroyable, hein, on était chouchoutés, quoi. Et direct après cette levée, on passait au petit déjeuner dans une grande tente générale. Ouais, c'est chaud. Et là, ça faisait vraiment colonie de vacances, hein, parce qu'on était 30, du coup, à manger sous la même tente. Oh, ma nene! Oh, ma nene! Oh, massa! Ça, en plein milieu de la montagne, là où le calme est le plus paisible. Pendant l'ascension, à un moment donné, le chef guide, Franck, il a présenté les porteurs. Amici, Moses, Emmanuel. Il les a fait passer les uns après les autres au centre d'un cercle en disant leurs prénoms, et donc on les applaudissait. Et après est venu notre tour de nous présenter, nous 30. Et pour le tour de papa, il est allé au centre et il s'est mis à danser au centre du cercle. Tout le monde s'est mis à chanter et il dansait au centre de ce cercle-là. Et c'était fou parce qu'il y avait plus de maladies qui existaient à ce moment-là. C'était juste l'homme qui dansait au centre du cercle et il faisait applaudir comme une star. Et pour Olivier Pipip! Il y avait que de la vie. On lui redonnait une place d'homme parce que on lui posait des questions d'homme et plus seulement de malade et parce qu'on le considérait plus comme malade. Tu me cachais ça, toi? De mettre l'ambiance comme ça? Tu appuies une fois. T'attendais le moment, quoi. Ouais, c'est pas mal du tout. Non, mais papa, en fait, avant d'être malade, c'est un grand blagueur. Hein. Faire le débile, là. Il peut faire le débile, il dit. Mais vas-y, fais le débile.
Est-ce que tout le monde va bien? À partir de maintenant, c'est le guide qui va décider. Ok. Ça se négocie pas. Donc, comme je disais, il y a 2 groupes en fait. Et le premier groupe va partir à 1h du matin. Et le deuxième groupe va partir à 2h du matin. On va tous y arriver, hein. Ouais. On est un peu stressé. Ça tremble pas? Si tu trembles. On va marcher, tu vas voir. Quand on dit one team, on dit one dream. Non-stop to the top. Tout le monde là, tout le monde là, tout le monde là, tout le monde. Olivier, on ne te voit pas là. Allez. One dream! One dream! One dream! One dream! Non-stop! To the top! Non-stop! To the top! One dream! One team! One dream! One team! Non-stop! To the top! Non-stop! To the top! C'est parti mon Kilimanjaro! Et arrivé au sommet, on voit le glacier. Donc le glacier a vraiment beaucoup fondu, donc il y a à peine de la neige au sommet. Le paysage ressemble un peu à Game of Thrones. C'est vertigineux et on se sent vraiment au bout du monde. Frankie, non, Frankie, sollte aí toque, Frankie. Ils sont en train d'arriver, ils sont bientôt là, j'espère. Et il y a eu un petit peu un passage un peu galère sûrement pour la Joëlette. Tout on les attend, les bras grands ouverts. Quand on arrive au sommet, ça paraît... Incroyable. Enfin, ça y est, c'est l'accomplissement. Allez, 50 mètres, papa. C'est bien. J'ai essayé de me remémorer toutes les étapes par lesquelles on était passé. Et c'est fou comme tout est condensé en un seul moment, et c'est en ça que c'est aussi riche en émotions. C'est à la fois repenser à tout ça, à la fois voir tous les autres autour de nous qui sont en larmes, même les porteurs qui viennent voir papa et qui l'embrassent, alors qu'ils se comprennent pas, hein, ils parlent en swahili ou en anglais, papa il comprend pas ni le swahili ni l'anglais. Et tous, ils ont tous compris notre combat alors qu'il n'y avait pas de communication verbale. On se connaissait pas il y a une semaine, mais pourtant genre, je disais genre comme une troisième famille. Et tout le monde était en larmes, et le chef guide Franck, il s'est mis à genoux, il s'est mis à prier, il était en larmes. T'as réussi pas? Hein? Et là, on comprend l'ampleur de tout ce qu'on a fait. Incroyable. Il y a vraiment une confiance mutuelle qui est née, qui n'était pas vraie il y a quelques années, parce qu'un des symptômes de la maladie, c'est la paranoïa. Et en fait, cette ascension, elle a recréé cette confiance. Mais ouais, mais un câlin de papa et un bisou de papa. Un bisou. Vas-y. Et je sais même pas quand c'était la dernière. Enfin, il a jamais été démonstratif. Jamais été temps. J'ai jamais été dedans. Il faut bien un début à tout. La maladie, elle a vraiment un peu créé un énorme fossé. Et là, le défi sportif a rapproché tout le monde. Ça a apporté un vrai changement dans ma famille. Et ça fait tellement du bien de l'entendre dire ça, c'est juste la reconnaissance de ce qui nous a fait vivre un peu, parce que ça a jamais été facile. Enfin, ça voulait dire quelque part désolé, quoi. Aujourd'hui, les gens ont plus du tout le même regard sur papa. Et ça, je pense que c'est le plus gros des accomplissements. Quand ils se baladent dans notre petit village ou sur le lycée, les gens savent qui il est. Et puis, c'est plus du tout l'handicapé du coin, mais c'est le gars qui a fait le Kilimanjaro. Je suis content comme tout. Ouais, faut voir comme tout.
Vous venez d'écouter La danse du Kilimandjaro, le 5e épisode de la série Red Dingue. Une série imaginée et réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. À bientôt pour une nouvelle expérience complètement dingue.